Quand on parle de boys band américains, on pense tout de suite à Backstreet Boys ou NSYNC par exemple. Mais bien avant eux, les boys bands noirs avaient déjà tout inventé. Les chorégraphies, les harmonies, l'art de la scène, tous les boys bands pop ont suivi les pas des Jackson 5. Pourtant, les boys bands afro-américains ont été et sont encore aujourd'hui trop peu connus du grand public. Pourquoi ont-ils été heurtés à des plafonds de verre? Comment les labels ont élaboré des stratégies marketing discriminantes qui ont invisibilisé plusieurs groupes de musique? C'est ce dont je parle dans cette vidéo et tu es sur Steppers. Hello à tous et bienvenue sur Steppers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo face cam comme ça où je fais un sujet musical. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées cet été, donc j'espère déjà que vous avez passé un bel été. Moi c'était top, j'ai pu faire pas mal de festivals et j'ai documenté tout ça sur Instagram. Donc encore une fois, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, je vous invite fortement à le faire. On documente tout, les vlogs, les concerts, on fait des articles, revues d'albums, on propose des musiques, des playlists. Donc franchement, le Instagram est très riche et il n'a jamais arrêté de fonctionner. Là où pour YouTube, j'avoue que c'était un peu compliqué. Forcément, ça demande beaucoup plus de préparation, d'écriture, de montage, d'installation. Et en plus de ça, j'ai emménagé au Canada, donc redéménagé. J'étais déjà en 2021, je suis revenue en France et là, je suis de retour. Donc, je suis trop contente. Je vais continuer évidemment les vidéos en français et ça va être trop cool. Du coup, voilà, je suis trop contente d'être ici, de pouvoir faire du contenu aussi au Canada, à Toronto, en Amérique du Nord, à New York. Peu importe, je suis mobile et ça va être trop cool. Bref, en tout cas, j'ai assez parlé. S'il y a un truc à retenir, c'est allez suivre le Instagram, vous aurez toutes les nouvelles sur Steppers. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Steppers, de mettre un j'aime et aussi de commenter évidemment pour faire vos retours, donner vos suggestions. C'est un espace d'échange libre, une safe place où on parle juste de musique. Donc vraiment l'espace de commentaires est super précieux et j'adore lire tous les retours à chaque fois. Mais voilà, j'ai assez parlé, donc let's go pour la vidéo. Du coup, comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, on va parler des boys bands noirs particulièrement, comment ils ont été mis dans une case et totalement effacés de l'histoire et de la culture, et aussi pourquoi ils n'ont jamais été marketés comme des pop stars. Donc c'est parti pour la vidéo. Du coup, si je recontextualise, au tout début, le premier groupe afro-américain qui a été créé et qui s'est inspiré de la recette du succès des Jackson 5, c'est le groupe New Edition qui a été créé en 1983 avec 5 adolescents au départ. Le groupe a connu plusieurs succès qui ont fait numéro 1 des ventes. Et en fait, comme les Jackson 5 avant eux, ils sont devenus assez grands pour avoir de grandes pop stars qui leur donnent une visibilité et qui leur fait confiance sur leur show. Il y a notamment eu Madonna dans leur première partie de concert. Et ce qui a vraiment su conquérir le public et ce qui a fait leur force, c'est déjà leur personnalité qui était très complémentaire. Il y avait différents points de vue au sein du groupe. Il y avait un membre qui était un peu plus attaché à des choses un peu plus hip-hop et un peu plus rude. Donc ça a créé un intérêt chez lui et ça a créé forcément une ambivalence aussi avec les autres membres du groupe, puisqu'il y en a qui aspiraient déjà à faire des choses un peu plus pop, un peu plus commerciales. Au début, c'était plutôt leur force, mais ça s'est assez vite retourné contre eux. Après, évidemment, si on parle de la technique, au niveau du chant, c'était super. Au niveau des chorégraphies, ils arrivaient à amener vraiment quelque chose. Même s'il y a eu les Jackson 5 plutôt auparavant, là, c'était encore différent. Il y avait une autre façon de s'habiller, une autre façon de porter les chorégraphies et de chanter, et c'est ce qui a su les démarquer très rapidement. Mais comme d'habitude, dans les groupes, il y a toujours des discordes, il y a toujours des choses qui vont commencer à se créer. Ils ont commencé à avoir des tensions. À mesure que le groupe gagnait en popularité, c'est là que ça a commencé à se gâter un petit peu. Un des membres nommé Ralph Trescant a été un petit peu inconsciemment nommé l'élu, a été un peu mis en tant que leader par le public et ça a créé des discordes. Bobby Brown, qui était aussi un des membres du groupe, est devenu jaloux et là ça commence à créer une guerre entre eux. Et en fait, l'état d'esprit de Bobby Brown de manière générale dans le groupe, c'était qu'il trouvait que le groupe avait trop une image sage et il voulait qu'ils aient une image un peu plus bad boy, recoller cette image de street à toute leur esthétique. Et forcément, ça crée encore plus de désaccords. Parfois, ils chantaient même sur scène quand c'était pas son tour. Ils commençaient à créer une mauvaise ambiance dans le groupe et ça devenait super compliqué pour eux. Il y a aussi eu des problèmes de toxicomanie avec Bobby Brown et un autre membre du groupe qui s'appelle Ricky Bell. Ils ont aussi également eu des problèmes financiers, des problèmes de contrat puisqu'ils n'ont pas signé le bon contrat initialement et ça les mettait en désavantage. Et finalement, l'argent généré qui devait leur être versé ne l'était pas et donc forcément ça créait des coupures budgétaires.
ça crée des problèmes pour engager le reste des frais de leur tournée ou de leur distribution. Donc ils se retrouvent dans des petits problèmes alors que c'est tout simplement des adolescents. Ils sont extrêmement jeunes et j'imagine qu'ils ont été abusés de leur jeunesse et de leur naïveté à l'époque. Il y a même eu une altercation physique en 1989 avec un autre groupe lors d'un festival de musique. Et là, c'était une altercation physique qui, je crois, avait pu être filmée. Je mettrai les images si je les retrouve. Mais voilà, ça leur donne une mauvaise image puisque c'est une chose d'avoir des problèmes en interne, mais d'avoir des problèmes en externe et de les exposer lors d'un festival devant des milliers de personnes, c'est vraiment un bad buzz et une mauvaise com et tout simplement un mauvais marketing. Ils s'enfoncent tout seuls en faisant ça. Donc après ça, New Edition continue d'exister et d'avancer dans leur carrière. Et évidemment, il y a d'autres groupes qui ont vu le jour. Donc là, c'était vraiment les 10 années où les boys bands ont explosé. Donc il y a eu les Boyz II Men en 85, donc 2 ans plus tard, les Fugees en 92, les Backstreet Boys and 112 en 1993, et ensuite NSYNC et Jagged Edge en 1995. Là, je rentre directement dans le vif du sujet. Il y a clairement une séparation de marché et d'égalité aussi et de différence de traitement entre les boys bands afro-américains et les boys bands plus pop culture blanc. Donc du côté des labels, c'est comme ça qu'ils faisaient pour marketer et pour envoyer les différents groupes vers différents canaux de diffusion. Donc par exemple pour les groupes blancs, ils étaient plutôt envoyés sur les grandes chaînes de télé comme MTV, ils passaient dans les radios, il y avait un vrai press tour qui était fait pour augmenter les achats, j'allais dire les streams, mais il n'y avait pas les streams à l'époque, mais tout était fait pour augmenter vraiment leur visibilité et leur vente tout simplement. Là où les boys bands noirs étaient eux envoyés dans des radios dites urbaines, donc des radios plus de niche qui touchent un certain type de personnes, donc les afro-américains, les différentes diasporas qui sont représentées aux États-Unis à l'époque, mais non pas le jeune adolescent blanc qui lui écoute les musiques qui lui sont mises sous le nez et qui sont à la télé. Et ça crée vraiment deux mondes qui naviguaient tout autant dans le paysage musical, mais qui finalement ne communiquaient pas. Et c'était assez désastreux pour le public qui n'avait pas la possibilité d'avoir une certaine passerelle. Donc déjà, si les labels eux-mêmes commencent à faire ça, ça en dit long pour la suite, puisque tous les groupes créaient des hits, tous les groupes avaient leur succès à leur échelle, mais pour les groupes afro-américains, il y avait vraiment un plafond de verre et ça créait une déconnexion totale avec le reste du public et le reste du marché qu'ils auraient pu conquérir à l'époque. C'est encore un problème qu'on a aujourd'hui même sur nos plateformes de streaming. On a certains artistes noirs, que ce soit des artistes français, américains ou autres, qui sont catégorisés comme R&B, rap, urbain et qui ont du mal à passer dans la case pop ou dans la case country si c'est vraiment de la country qu'ils font. Et ça, c'est un problème qui est hérité justement de ces années-là et qui a été gardé jusqu'à encore aujourd'hui. Donc c'est encore un grand combat pour les labels d'arriver à marketer et à étiqueter les artistes correctement et à respecter tout simplement la musique qu'ils font. Au début de la vidéo, je citais les Jackson 5 et là, je cite juste Michael Jackson. C'est vraiment grâce à sa vidéo Thriller en 1992 qui est passée pour la première fois à la télé sur MTV et ça avait créé un événement national, international et c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir des artistes noirs à la télé. Ensuite, ça s'est suivi avec Prince et d'autres artistes masculins, mais c'était très compliqué pour les chaînes de télé commerciales de diffuser des artistes afro-américains urbains, comme ils aiment le dire. Il y a plusieurs personnalités, artistes qui avaient pris la parole à l'époque pour dénoncer ce problème, notamment David Bowie, qui justement avait fait un discours en ce sens. So few black artists featured on it. Why is that? I think that we're trying to move in that direction. We want to play artists that seem to be doing music that fits into what we want to play for MTV. The company is thinking in terms of narrow casting. That's evident. It's evident in the fact that the only few black artists that one does see are on about 2:30 in the morning or to around 6. Very few are featured predominantly during the day. Si on prend par exemple deux groupes qui ont été créés la même année, donc Jagged Edge en 1995 et aussi le groupe NSYNC en 1995, donc le premier groupe de musique pour Justin Timberlake, pour ceux qui ont la ref. Donc pour NSYNC, le budget qui était alloué pour faire vivre leur musique et pour la commercialiser était juste illimité. Il y a eu des vidéos à leur effigie, des figurines, plein de t-shirts, donc du merchandising, des marionnettes, des micros, des baumes à lèvres, des livres, des porte-clés, enfin c'était sans fin, il y avait vraiment tout un budget sur ça. Ils ont eu un contrat avec McDonald's, ils ont eu leur statue à Madame Tussauds à New York, ils ont eu d'autres contrats avec d'autres marques, enfin c'était juste délirant. Donc évidemment ça faisait sens au vu de leur succès, puisqu'ils dépassaient les streams et ils étaient premiers dans plein de catégories. Mais encore une fois, ça a aussi été
amené grâce au marketing hyper puissant, hyper intensif qui a été poussé sur NSYNC. Donc forcément un grand marketing et une présence sur tous les sites de diffusion. Les jeunes ne voulaient que entendre parler de NSYNC. Et donc ça crée forcément un grand engouement autour de tout leur merchandising et ils ont pu encore plus vendre et encore plus faire de l'argent. J'ai aussi pas mal fouillé pour les cérémonies de récompense et j'ai remarqué, alors là vraiment pour 2001, les catégories, je vous les mettrai ici. Donc vous avez la catégorie pop rock et après vous avez la catégorie soul R&B. Donc dans soul R&B, vous voyez bien qu'il y a uniquement des personnes afro-américaines quasiment. Et dans la catégorie pop rock, c'est pareil. La catégorie du meilleur groupe ou du meilleur duo a été attribuée à Backstreet Boys. Et donc par exemple pour la catégorie R&B, c'est les Destiny Child qui ont gagné. Donc ça c'est un autre débat parce que les Destiny Child évidemment c'était mérité. Mais vraiment les boys bands, les groupes masculins noirs, c'était très compliqué. Donc en fait comme dans les années 50 avec le rock and roll, la population blanche s'est réappropriée une culture et ensuite a effacé une partie de l'histoire. Donc NSYNC qui fait aussi parfois des musiques R&B sont eux catégorisés dans la catégorie pop et bénéficient donc d'une visibilité et de plus de crédibilité aux yeux du public, aux yeux des industries, des labels. En fait, les boys bands blancs sont catégorisés comme safe, sont catégorisés comme les bons amis, les mecs avec qui tout le monde veut être ami, etc. Alors que les boys bands noirs sont eux mis dans une case de street, de bad boy, et c'était vraiment pas forcément le cas pour tous les groupes. Il y a évidemment des groupes qui jouaient sur les deux tableaux dans ce sens-là, mais il y en a où ça n'était vraiment pas le cas, et donc malheureusement ils ont été pris au piège par les préjugés. Pourtant c'est pas les succès qui manquaient. Les Boyz II Men, ils avaient des records absolus de vente dans les années 90. Les B2K aussi au début des années 2000, il y avait une réelle hystérie autour d'eux, de leurs personnages et de leur musique, mais pareil, ils avaient du mal à dépasser le plafond de verre. Pareil pour les groupes 112, Jagged Edge qui investissaient beaucoup de temps et d'énergie dans la chorégraphie, dans une synchronicité parfaite dans leurs pas. Ils étaient vraiment plein de vie, plein de musique, des harmonies, enfin tout ce qu'il fallait, tout ce qui était attendu d'un groupe R&B, tout ce qui était attendu d'un groupe pop finalement, donc tout simplement un groupe qui fait danser les gens, qui chante bien et qui fait vivre leur musique, mais ça ne suffisait pas pour avoir cette reconnaissance dans les catégories pop. Donc en réalité, ces groupes, ils n'ont jamais été moins bons que les groupes pop, ils ont juste été placés dans les mauvaises cases, et du coup l'effacement de cette histoire, il est vraiment pas dû à leur talent, mais tout simplement à des politiques et à des stratégies marketing assez radicales. Et d'ailleurs, toujours sur ce sujet, il y a une vidéo sur laquelle je suis tombée, donc suite au décès de Rest in Peace D'Angelo, dont on a appris le décès le 14 octobre 2025, donc très récemment. Pour le monde de la musique et pour les fans de R&B et de soul, ça a vraiment été des jours très très difficiles, et j'étais tombée sur une vidéo d'un créateur de contenu qui remarquait que sur les réseaux sociaux, la communauté afro-américaine était totalement endeuillée et la population blanche était en mode plutôt qui c'est D'Angelo, on ne le connaît pas. Il disait que c'est normal que la communauté blanche ne le connaisse pas, puisque à l'époque, les chanteurs R&B soul étaient complètement invisibilisés, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la cohabitation, où c'était deux mondes différents qui naviguaient en même temps, mais qui a été distribué de manière stratégique à deux populations différentes. Donc c'est exactement pareil pour les boys bands, pour les girls bands, et ça l'est encore aujourd'hui, comme je disais aussi tout à l'heure. Du coup, dis-moi toi dans les commentaires, quel était ton groupe préféré à l'époque, et est-ce que aussi tu penses vraiment qu'ils auraient été aussi gros avec un marketing aussi poussé que NSYNC par exemple? Donc voilà, trop hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires. Moi, il y a pas mal de choses que j'ignorais sur les boys bands, je m'y connais pas énormément, donc j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette vidéo, donc on se retrouve dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les boys bands. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de mettre un j'aime du coup si c'est le cas, et aussi à vous abonner pour plus de contenu, puisque je reprends les vidéos YouTube de plus belle. Donc d'ailleurs, si vous avez des sujets de vidéos à me proposer, pareil, on les met dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.